Clément, Florence, Caroline. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va restituer une partie de notre étude qui a été menée sur l'IA en février et mars. On avait fait un petit webinaire d'introduction en janvier avec Julie, Émeric, Adrien, Julien et Pierre. Pierre qui va probablement nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie, je te laisse la parole, je te laisse te représenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Julie Gladin, ex-DRH et depuis 16 ans, 17 ans maintenant, dans les ressources humaines et cofondatrice d'Ava HR, qui est une plateforme d'IA à destination des pros des ressources humaines pour les accompagner sur la génération de contenu, la recherche d'inspiration et les soulager de toutes les tâches administratives. Et merci Christophe pour l'invitation, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Avec plaisir, bonjour Émeric. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver également. Donc moi, Émeric, je suis psychologue et directeur scientifique chez Assessors, donc une solution qui permet la gestion prédictive des talents. Et encore une fois, très ravi de pouvoir échanger des résultats de cette étude avec vous tous. Adrien. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Adrien, je suis country manager en France pour Softgarden, un logiciel de recrutement, une suite d'acquisition de talents, et je suis très content d'être là. Et puis, bonjour Julien. Et salut Christophe, bonjour à tous. Donc Julien, moi je suis le CEO et l'un des fondateurs de Bidiz, qui est leader dans la formation des collaborateurs terrain, qui est une plateforme de formation type LMS. Top. Alors, cette étude, donc on a menée en partenariat avec Assessors, Softgarden, Bidiz et Ava HR. On va vous présenter quelques datas pour avoir une vision un peu du ressenti côté RH. Le premier chiffre, il est sans surprise, 79% des RH voient l'IA comme une opportunité d'améliorer l'efficacité au travail. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ces IA génératifs, c'est réellement une nouveauté, Julien ? Alors, générative, relativement nouveau, en tout cas dans son accélération des 2 dernières années. IA en général, non, ça pour le coup, on en voit beaucoup dans les sphères pro et publiques depuis de nombreuses années. Moi, j'en ai vu par exemple beaucoup dans les transports sur de la détection ou en tout cas de la simulation d'incidents techniques possibles, mais sur l'aspect génératif et ce qu'en a fait notamment OpenAI avec ChatGPT, donc la démocratisation de ce côté IA générative, c'est quand même relativement nouveau dans les entreprises, en tout cas pour cette année. Émeric ? Complètement aligné avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'intelligence artificielle, ça existe depuis 1950. C'est là qu'on a vu justement l'arrivée du premier terme. Il y a eu des grosses études aussi, par exemple, je pense que c'était aux alentours des années 65-70, avec par exemple l'intelligence artificielle ELISA qui était utilisée dans le contexte de la psychothérapie et qui amenait l'effet du même nom. Donc, l'IA existe depuis très longtemps. Les outils d'IA qui sont construits aujourd'hui, qui sont utilisés, reposent sur des techniques qui ont été optimisées, incrémentées depuis on va dire, une trentaine d'années environ, depuis les années 90. Et donc, je pense que c'est surtout, on va dire, la prise de conscience et l'accessibilité de ces outils qui est nouvelle et qui amène, on va dire, l'état des lieux où on en est aujourd'hui. Salut Pierre. Bonjour, petit souci de connexion, désolé pour ma minute de retard. Pas de souci. On était en train de se demander si les IA génératifs, c'était finalement quelque chose de nouveau dans l'écosystème. Ouais, j'ai entendu. Alors, ça dépend comment on pose la question. Je considère que c'est encore nouveau, parce que même si les technologies, elles sont accessibles depuis 1 an, vu les usages qui en sont faits aujourd'hui, moi, mon constat quasi unanime à chaque fois que j'échange avec des RH et leur regard sur le monde du travail, oui, c'est encore nouveau. On en est au tout début. Julie ? Oui, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est pas nouveau, on en parle beaucoup ces derniers temps. Effectivement, ce qui peut donner l'impression que l'IA, c'est une réelle nouveauté, c'est finalement son essor récent et dans de nombreux domaines d'application, et notamment avec l'arrivée de ChatGPT qui rend l'IA finalement plus visible et plus concrète dans notre quotidien. Mais bon, ça a le vent en poupe, ça révolutionne beaucoup de secteurs, mais c'est pas l'IA en tant que telle une innovation. L'IA générative, par contre, oui, beaucoup plus.
depuis un an, on en parle beaucoup. Et je rejoins aussi Pierre sur le fait que ça reste une nouveauté aussi dans nos usages côté RH et en entreprise. Adrien? Je rejoins ce qui a été dit. Et j'ajouterais peut-être une chose, c'est que pour moi, il y a un parallèle à faire pour la fonction RH avec, par exemple, le marketing. Les procédés du marketing digital, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Bien sûr, il y a l'arrivée avec Google et des gros acteurs, tu parles de référencement, de choses comme ça, donc les actions marketing sont à un autre niveau depuis quelques années, mais c'est hyper démocratisé et toutes les entreprises l'utilisent dans leurs actions commerciales, leurs vitrines commerciales pour s'adresser à leurs clients. Et c'est la même chose, le marketing digital, c'est pas nouveau, mais appliqué dans la sphère RH, c'est quelque chose d'hyper récent. Et donc le parallèle, je le ferai un petit peu là-dessus. Pour moi, c'est un bel élément de comparaison sur notre partie avec l'IA. C'est là depuis un moment, l'IA générative un peu moins, mais en tout cas la démocratisation ou le fait de réaliser qu'on peut l'utiliser peut-être à d'autres fins ou se le réapproprier suivant son secteur d'activité, son quotidien, c'est ça la grosse différence aujourd'hui. Un petit sondage aux participants, là on est 145 pour l'instant. Pour vous, l'IA, est-ce que c'est un sujet comme un autre, un sujet prioritaire, ou est-ce que ce n'est pas prioritaire? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Petit coup de publicité là pour nos trophées RH. Vous verrez en haut, là, vous avez un petit bouton qui s'affiche Trophée RH 2024. C'est dans le cadre des trophées de l'engagement RH qui ont lieu cette année. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a 5 catégories. Recrutement, formation, QVCT, RSE, etc. Et vous pouvez, en tant que RH, déposer votre candidature et nous présenter vos meilleurs projets. Évidemment, votre participation est entièrement gratuite. Et ces trophées, la soirée de remise des trophées aura lieu le 20 juin à Paris. Voilà, c'était pour l'aparté. Alors, où est-ce qu'on en est? 97 participants. Je vous laisse encore quelques secondes. Marion nous dit prioritaire en commentaire. Alors, on a à peu près une centaine de votes. Fin du vote. Qu'est-ce que vous nous dites? Un sujet comme un autre. OK. À 23%. Un sujet prioritaire à 43%. Et ce n'est pas une priorité pour 4%. Alors, qu'est-ce que nous a révélé l'étude par rapport à ça? Pour 66% des RH, alors cette étude elle a été menée auprès d'un peu plus de 500 participants, ce qui est quand même relativement significatif. Pour 66% des RH, l'IA est un sujet prioritaire. Mais pour 70%, ce n'est pas encore un sujet RH stratégique. Alors on verra au fil de l'eau pourquoi ce n'est pas encore stratégique, même si c'est une priorité avérée. Alors, question intéressante, c'est est-ce que la fonction RH utilise déjà les IA génératives? Alors, on a demandé tout simplement, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Est-ce que vous avez déjà utilisé des IA génératives type Bard, Midjourney, etc. Donc, 70% des RH ont déjà utilisé une IA générative. Alors, c'est assez drôle, parce qu'on aurait posé la même question 6 mois avant. Je pense qu'on aurait eu une réponse bien moindre. Donc, 70%. 99% connaissent ChatGPT et 88% l'ont déjà utilisé. Bon, c'est vraiment l'IA générative, on va dire, la plus répandue, celle qui a été la plus marketée aussi, qui est la plus connue. Les autres IA, évidemment, ont été génératives, beaucoup moins utilisées par la fonction RH. Ce qui est assez marrant, en fait, c'est qu'on a demandé, en fait, ce qui se passerait si l'entreprise ne laissait pas les RH ou les salariés utiliser l'IA, et voici les réponses. Alors, 70% des entreprises déjà laissent les salariés utiliser librement les IA génératives. Alors quand on dit librement, c'est plutôt elle laisse faire en fait. Il n'y a pas de règle, qu'on soit bien d'accord. 49% des RH dont l'entreprise interdit l'utilisation de l'IA l'utilisent quand même. Là, on ne parle pas des salariés, on parle des RH. Ça veut dire que même les RH vont à l'encontre de leur direction sur ce sujet. Elles l'utilisent quand même.
et 20% l'utilisent en cachette, sans le dire à leurs collègues, pour en tirer les bénéfices. Donc ça crée quand même un certain nombre de situations, cette IA. On se rend compte que de toute façon, qu'on l'autorise ou qu'on ne l'autorise pas, de toute façon, elle est utilisée. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que cette IA, ces IA génératives, de par le fait qu'elles soient ouvertes au grand public, ne sont pas finalement inévitables et inarrêtables pour l'entreprise? Je vais d'abord donner la parole à Pierre sur ce sujet. Ouais, moi je voudrais faire un petit parallèle très rapide. Il y a 12-13 ans, il y avait plein de DRH qui se pavanaient dans des conférences en disant ça y est, nous on a interdit Facebook dans les réseaux internes de l'entreprise. Et ce qui se passait, c'est que du coup les personnes y allaient sur mobile, donc avec la 3G et beaucoup de lenteur de connexion, donc ils passaient beaucoup plus de temps en y allant sur leur smartphone, et ils utilisaient Messenger pour avoir des échanges professionnels parce que c'était plus rapide que les emails ou autres, sachant qu'on ne sait pas ce qui est fait des contenus, des données qui sont échangées dans Messenger, qui appartient à une entreprise américaine, et les Américains, ceux qui ne se gênent pas pour faire de l'espionnage industriel. Et je fais ce parallèle parce qu'en fait, avec les IA, là, tes chiffres, les chiffres que tu présentes, Christophe, ils sont parlants. Si même les RH contournent les interdictions de la direction, il faut considérer qu'on trouve ça bien ou pas, que c'est inévitable et inarrêtable et qu'il va falloir faire avec. Sinon, on prend encore plus de risques. Parce que si on interdit, on n'a pas besoin de faire des règles de voilà les bons usages et voilà les risques à prévenir, puisqu'on dit il ne faut pas les autoriser. Donc, même si je comprends parfois ces postures parce qu'on est sur des sujets complexes et qui évoluent vite, j'ai quand même du mal avec cette posture parce que du coup, les entreprises prennent encore plus de risques que si elles disaient « Ok, on va autoriser des usages dans certaines limites et voilà les risques sur lesquels on vous sensibilise pour notamment nos données personnelles et nos données stratégiques. » Sachant qu'on peut mettre dans le règlement intérieur des règles relatives à l'utilisation des technologies. Et si des personnes ne respectent pas ces règles, on peut ensuite aller jusqu'à des sanctions disciplinaires, à supposer que ce soit important, mais on peut disposer de règles contraignantes pour ces outils. Alors que l'interdiction n'est en soi pas contraignante, puisqu'aujourd'hui, c'est accessible même via des comptes gratuits, on fait ce qu'on veut et on n'en a pas le contrôle. Donc oui, c'est inévitable, arrêtable. Du coup, il vaut mieux prendre en main les choses et limiter et prévenir les risques, plutôt que l'inverse, sauf s'il y en a qui dans le chat veulent témoigner de pourquoi la direction interdit coûte que coûte, malgré les stats qu'on voit là, et qui, je pense, concernent aussi les autres populations que les RH. Alors, il y a un commentaire que je vais lire, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, de Marc qui nous dit « L'IA ne sont jamais que des algorithmes qui extrapolent à partir de ce qu'on a introduit dedans, mais comme le progrès proviennent des échecs-erreurs et que celles-là ne sont pas... » Bon. Oui, ok, effectivement, on a introduit des datas, mais par contre, c'est là le problème, surtout quand on est RH. Quelles data on a introduit dans des IA génératives grand public qui absorbent la donnée et qui potentiellement, à un moment donné, vont pouvoir la restituer à on ne sait pas qui. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je suis RH, j'ai discuté avec des responsables pay qui m'ont dit « Ah, je fais des trucs super pour contrôler mes bases. » ou contrôler mes provisions congés payés, j'ai chargé mes fichiers Excel. En fait, la personne a chargé son fichier Excel avec matricule, nom, prénom, salaire, les datas de congés dans ChatGPT. Je ne sais pas si vous imaginez le risque, parce que là, clairement, vous envoyez l'information dans une solution qui est... c'est open bar, quoi. Et vos datas, vous les avez envoyées. Donc, elles ont été absorbées, et qu'est-ce qui va en ressortir? C'est un vrai risque, en fait, de confidentialité. Julien, je vois que tu hoches la tête, dis-moi. Non, sur ce point, alors nous, on a été dans les premiers à introduire, notamment OpenAI et bientôt d'autres IA on va dire, dans la conception des contenus de formation, donc comment on peut accélérer au maximum ça. Et il y a beaucoup de solutions aujourd'hui en utilisant OpenAI qui permettent de quand même sécuriser les données, d'avoir un espace clos. Il faut dire que c'est une boîte qui fait déjà pratiquement 1,5 milliard de CA, si je ne dis pas de bêtises. Donc, évidemment, ils cherchent à s'adresser aux entreprises et évidemment, ils cherchent à faire en sorte que ce frein de la donnée soit plus un frein pour l'adoption par les grands groupes, parce que c'est aussi leur cœur de cible. Donc, c'est vrai au début. Si on ne fait pas attention, oui, c'est vrai, si on charge directement sur ChatGPT, je te rejoins, il y a des moyens assez simples aujourd'hui de protéger sa donnée.
Moi, dans ce que tu as déroulé là, ce qui m'a le plus choqué, c'est, mais je ne sais pas si mes collègues diront la même chose, c'est le chiffre sur 70% qui considèrent que c'est pas stratégique. Pour moi, le problème, il est surtout là, en fait. C'est de se dire, on interroge. Alors, le panel, rappelle-moi, c'était quoi surtout des DRH 500 DRH, ouais. Ouais, donc tout type de boîte confondue, du grand groupe, Ouais. de l'ETI, et puis Donc sur Il n'y a là-dessus, pas d'écart hein, en fonction des. On a regardé s'il y avait des écarts en fonction des tailles d'entreprise. Non, c'est assez homogène. c'est ce que j'allais te demander, mais du coup, pour moi, si on n'a pas conscience aujourd'hui que, en fait, c'est quasiment ça va avoir un impact quasiment aussi fort qu'Internet. Clairement, on a déjà 2-3 crans de retard par rapport aux entreprises US, chinoises ou autres, qui déjà ont en plus des modèles pour l'instant plus puissants que les modèles européens, ou en tout cas beaucoup plus financés. Hein. Pour rappel, en France, Mistral AI fait une levée autour de 300-400 millions. L'autre gros, ça doit être en Allemagne autour de 400 millions, pareil. ChatGPT, OpenAI, c'est 10 milliards d'investissements sur le dernier tour, donc on n'est plus du tout sur les mêmes ordres. Mais si en plus, côté utilisation, on se dit, c'est pas si stratégique, c'est un peu une tendance, comme je peux voir moi, quand j'interviens auprès de DRH sur des grands groupes français, on a un cran de retard. Ça va changer considérablement le rapport à la connaissance, le rapport à la compétence, le rapport au travail, le rapport au processus des entreprises, et il faut s'y mettre tout de suite. Donc ça, pour moi, le chiffre, j'avoue, j'étais vraiment effaré en le voyant, et c'est le vrai truc où je me suis dit, il y a un gros travail à faire de la part de l'écosystème pour emmener toutes les entreprises vers là, parce que sinon, on va avoir un sacré retard dans les années à venir. Julie ? Oui, je rejoins ce qui a été dit. Hein. Pour moi, la question est-ce que l'IA est inévitable ou inarrêtable? Je rejoins Pierre. Hein. C'est, à mon sens, inévitable dans la mesure où elle est déjà présente et en constante évolution. Je rejoins aussi Julien sur le fait qu'il faille s'y mettre assez rapidement aussi. Après, les autres statistiques montrent qu'il y a un vrai engouement et une curiosité de la fonction RH. Et ça, j'ai pu le constater aussi dans les différents échanges que j'ai pu avoir. Il est essentiel vraiment d'apprendre à vivre avec et d'en tirer parti des avantages et d'adresser les défis. Par contre, il ne faut pas considérer l'IA comme une force inarrêtable qui échapperait à tout contrôle. En fait, c'est à nous de réguler, de mettre en place des formations, d'accompagner ce changement, de promouvoir vraiment une approche responsable et éthique de l'IA pour qu'elle soit adoptée massivement. Mais oui, c'est pour moi inévitable et inarrêtable. Aymeric ? Je suis d'accord avec ce qui s'est dit, et je pense que même quand des gens disent qu'ils n'utilisent pas l'IA, etc., en fait, ils n'ont même pas conscience qu'au quotidien, ils l'utilisent, en fait. La dernière fois, je pourrais dire l'exemple de Gmail. Tu écris un mail, ton texte va se générer automatiquement. Il y a plein d'applications, au final, tu utilises de l'IA au quotidien sans t'en rendre compte. Même dans la vie perso, tu vois, sur Google Maps, tu vois, sur Spotify, tous les systèmes de recommandation. Tu veux dire quand Pierre me répond et qu'il m'appelle monsieur, par exemple ? Voilà, ça devrait te mettre déjà la puce à l'oreille. mais je pense, en fait, il y a des l'IA partout, sauf que dans beaucoup de cas, on ne s'en rend même pas compte. Nous, par exemple, je prends aussi des exemples de clients qui se disent, non, en fait, c'est pas des l'IA, sauf qu'en fait, si, dans le produit. Donc, en fait, je pense que on s'en rend pas forcément compte quand on l'utilise, et c'est pour ça que pour moi, et je rejoins Julien sur ce qu'il disait, il y a un fort aussi besoin d'éducation plutôt que d'interdiction, c'est-à-dire que c'est aussi en éduquant les gens sur concrètement ce que c'est l'IA générative, et en leur faisant comprendre que l'IA générative, c'est pas uniquement ChatGPT, des modèles de langage, il y en a à foison, il y en a des nouveaux tous les jours, leur faire comprendre aussi de tout cet écosystème, de où on va retrouver l'IA, comment ça fonctionne, etc. Je pense que là, il y a justement un gros levier pour aider les gens à comprendre, qu'ils se fassent, on va dire, leur propre idée, leur propre, en quelque sorte, esprit critique sur tout ça, et qu'on puisse justement avancer vers des choses bénéfiques, puisqu'en fait, clairement, alors, je ne sais plus, ta question, c'était inarrêtable, et je ne sais plus le deuxième mot. Inévitable. Et inévitable. Aujourd'hui, l'IA, elle grandit de manière exponentielle tous les jours. Donc pour moi, c'est important de recentrer ce débat sur concrètement, est-ce qu'il faut faire ou non pas. Pour moi, le débat, c'est pas est-ce qu'il faut faire ou non avec l'IA, c'est plutôt comment chacun justement peut faire à l'IA, avec l'IA, comment chacun peut mettre en quelque sorte sa patte là-dedans pour justement construire un monde qui sera construit et bénéfique dans les usages de l'IA. Andrea ? Ouais, en phase avec ce qui s'est dit,
Peut-être pour ajouter une chose, ce serait à mon avis personnel, c'est que c'est un vrai mauvais calcul d'esquiver la question et d'éviter la question en tant qu'entreprise, de totalement omettre le sujet comme si ça n'existait pas, parce que peut-être que moi, je me suis pas organisé en amont, ou je sais pas trop encore ce que j'en pense en tant qu'entreprise, en tant qu'individu aussi. Et du coup, le calcul, le réflexe, on va dire défensif, ça va être, OK, je vais pas mettre ça sur la table pour le moment, j'ai pas encore de vraie posture là-dessus, je sais pas trop, je suis en train de regarder, mais non, non, en fait, il faut que tu en parles tout de suite. Quitte à admettre que tu maîtrises pas le truc à 100%, mais OK, collectivement, il faut qu'on apprenne à appréhender ça ensemble, peu importe même la taille de ta structure, parce que je sais que pour avoir eu des discussions comme ça récentes avec des DRH ou des dirigeants de PME, par exemple, où c'est un peu plus à taille humaine et tu dis, bon, bah, je pourrais être suffisamment agile si ça bouge vite. Ouais, mais commence à en discuter ouvertement maintenant, parce qu'après, tu risques vite d'être pas dépassé, mais tu risques d'avoir un train de retard et de plus subir et devoir mettre des correctifs en place plutôt que tout de suite d'anticiper, de voir venir le truc et de dire voilà, c'est cadré, chez nous c'est plutôt comme ça qu'on appréhende le truc, chez nous ça va être une part stratégique de où on va aller, et aussi de pas, c'est pas que dans la tech, hein. Ça nous concerne tous, parce que comme disait aussi Emeric, c'est déjà là en fait. Sur WhatsApp, il va te suggérer le message du milieu, c'est celui que tu es le plus. Enfin, c'est juste statistique après, c'est de la data qui est déjà dans WhatsApp. Et en fait, il sait que quand tu dis tel mot, le mot qui sort le plus juste après, c'est celui-ci. Ça existe déjà, mais c'est de pouvoir aussi communiquer. Donc, il y a une vraie part de communication d'abord, et l'étape 2, c'est après éducation aussi. Mais c'est pas parce que ton étape d'éducation n'est pas peaufinée à 100% que tu dois pas commencer cette étape de communication. C'est mon avis en tout cas. Il y avait un point, hein, j'ai pas pris là tout ce qui se disait dans le chat. Il y a Yaniv qui dit c'est un autre sujet, le pacte européen sur l'IA, mais il permettra de mettre en exergue déjà les problématiques actuelles. On va en parler rapidement par la suite. Puis une question de Stéphanie qui dit quand on parle IA et recrutement, on parle transparence, information du candidat, si recours à l'IA. Un employeur qui utilise l'IA doit par conséquent informer ses salariés. Doit-il avoir l'accord de ses représentants du personnel également? En fait, pas plus que quand il met en place un logiciel, hein. On est dans le même niveau d'information auprès des représentants syndicaux. Les IA génératives vont-elles transformer la fonction RH? Alors, je vous pose la question, hein, avant de vous donner les réponses. Est-ce que vous pensez que ça va transformer la fonction RH? Oui, non ou aucune idée? Très simple, hein. Allez, je vous laisse quelques secondes. Allez, fin du vote, on a à peu près une centaine. En majorité, évidemment, vous pensez que oui. Ça a tendance quand même à me rassurer. On est plutôt alignés. Alors, on a posé plusieurs questions. La première question était de savoir ce que l'IA allait apporter dans la fonction RH. Donc, 35% des RH pensent que l'IA va apporter une réelle valeur à tous les domaines de la fonction RH, c'est-à-dire paye, recrutement, formation, développement RH. Ensuite, on a demandé quels sont selon vous les process qui vont être le plus augmentés par l'IA. Donc, sans surprise, le process le plus augmenté pour vous est le recrutement à 48% des répondants, suivi, on n'est pas très loin, hein, du communication et marketing RH, la formation, évidemment, la marque employeur, et puis là, je ne l'avais pas vu venir, la gestion des temps et la planification. Parce que rappelons quand même que les IA génératives ne permettent pas uniquement que de faire de la création de contenu, mais elles permettent également de traiter de la data. C'est d'ailleurs une des grandes forces qui est assez peu exploitée aujourd'hui. Autre point mis en avant, 98% pensent que l'IA va profondément révolutionner et transformer les métiers RH. Donc là-dessus, on est plutôt aligné. 41% sont même convaincus que de nouveaux métiers RH vont émerger. Et puis, qu'est-ce que ça améliore au quotidien? Ça améliore la création de contenu, donc tout type de contenu, hein, on l'a vu, hein, ça peut être la création de fiches de poste, d'offres d'emploi pour le recrutement,
pour la formation, ça peut être la création ou la proposition de plans de formation, de l'aide dans la conception de contenu pédagogique. Julien, tu connais ça mieux que moi, mais par exemple, faire des quiz, ça peut être fait automatiquement via une IA. Donc, on a quand même un gain de temps relativement important. Deuxième point qui m'a fait un peu plus tiquer parce que je pense qu'il faut que ce soit réellement bien encadré, c'est le support aux salariés. Donc là, on parle de chatbot qui embarquerait de l'IA pour être en mode conversationnel avec les collaborateurs. Alors évidemment, il y a un gain de temps phénoménal pour la fonction RH, mais c'est des projets qui sont déjà, à mon sens, un peu plus sensibles à mettre en place. La détection des signaux faibles, intéressant dans le cadre de la prévention en entreprise, prévention santé, prévention des risques psychosociaux. Et puis, en quatrième position, la capacité à analyser les data RH en vue de monter des plans stratégiques RH plus performants. Alors, c'est marrant parce que, et Aymeric, on en parlait, on attendrait par rapport à la puissance des IA génératifs que ce classement soit presque complètement inversé parce que finalement, la puissance des IA génératives, la capacité à analyser les data, à projeter, c'est peut-être ce qui a le plus d'importance aujourd'hui, ce qui est le plus stratégique, non ? Et c'est ce que je te disais la dernière fois, je trouve limite un peu déçu par ce classement parce que justement, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Après, bien sûr, tu vois, la création de contenu et des choses comme ça, bah oui, très facilement, tu vois, je pense que c'est, même implicitement, c'est un des premiers impacts qu'on voit, tu vois, à l'IA. Forcément, tu vois le texte généré, etc. Donc forcément, tu penses à ça tout de suite. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, tu vois. Et moi, l'impact de l'IA, ça réside vraiment là-dedans, tu vois, la capacité à analyser des volumes de données énormes, ce qui serait impossible par un cerveau humain, tout simplement, avec une finalité de prendre des meilleures décisions, tu vois, recruter des collaborateurs qui sont plus performants, qui sont plus engagés, apporter aussi plus de diversité, puisque ça aussi, tu vois, c'est un des biais du cerveau humain et qui permet d'être considérablement contrebalancé avec l'impact de l'IA, sous réserve qu'elle soit bien construite. Donc oui, en fait, limite, je trouve ce classement pas assez ambitieux. Ça, c'est des choses, limite, c'est une checklist, tu vois, qui est déjà actée aujourd'hui, c'est-à-dire la création de contenu, bah oui, plein de monde l'utilise. Support aux salariés. Alors, support aux salariés, il y a deux choses pour moi, tu vois, si c'est chatbot, il y a des choses déjà qui sont bien déployées, mais après, il y a aussi des choses sur lesquelles on travaille, où tu vas aussi pouvoir analyser, on va dire, tout le verbatim de tes collaborateurs et avoir accès à des recommandations, des actions ciblées par rapport à des risques de désengagement, de burn-out, des choses comme ça. Donc oui, je pense que ce classement est limite pas assez ambitieux et qu'avec la puissance de l'IA, on peut aller et on va déjà beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Alors moi, ce classement, il ne me surprend pas parce que tu as toi ton avis d'expert et une certaine maîtrise de l'IA que n'ont pas les RH. Pierre, qu'est-ce que tu en penses ? En effet, en fait, notamment la capacité à analyser les data RH, c'est plus difficile de se projeter en RH en se disant mais comment je vais faire ça moi-même avec les grands outils comme ChatGPT, là où dans les faits, ça va surtout être du recours à des prestataires RH qui ont des outils qui prémâchent ça, parce que là, il y a une barrière technique qui est un peu plus importante. Donc je pense que c'est pour ça que c'est sous-estimé, mais c'est pas un mal, effectivement, vu que c'est l'un des plus gros potentiels RH. Là, c'est pas pour faire de la pub pour des prestataires RH, c'est normal qu'il y ait besoin de prestataires pour apporter cette valeur ajoutée sur des choses qui étaient même pas possibles encore il y a quelques années. Donc ça biaise peut-être un petit peu les réponses. Et sur la détection des signaux faibles, qui était la troisième réponse, ça, moi, je suis content que ça arrive déjà à 55%, parce que j'aurais pensé que c'était sous-estimé. Je vais prendre un exemple de ce qu'on peut faire pour ceux qui se disent mais comment on peut le faire soi-même sans même forcément passer par un outil. Dès lors que vous faites les enquêtes, depuis le Covid, la plupart des entreprises font des enquêtes internes pour prendre le pouls au sein des équipes, et dès qu'il y a des réponses ouvertes, on ne peut pas les traiter. Dès lors qu'on a des centaines et centaines de salariés, ça, l'IA, pour voir s'il y a des remontées récurrentes des patterns dans les données ou des mots qui sont exprimés, on va lister des mots négatifs exprimés de manière plus fréquente, très facile avec l'IA d'avoir pour que l'IA attire notre attention en disant tiens, par rapport aux critères que tu m'as donnés, là il faudrait peut-être faire attention. Alors que si on le faisait à la main ou à moins de l'externaliser auprès de consultants ou de freelance,
beaucoup plus difficile d'identifier ces signaux faibles. Et dernier point sur les signaux faibles, c'est qu'en plus, avec tout le temps qu'on gagne en tant que RH à utiliser l'IA, on a plus de temps à passer sur des données qui ne sont pas déjà normées, voire à aller questionner les salariés qu'on n'a jamais le temps de questionner pour voir encore plus les signaux faibles. Donc, je suis content que ça soit à 55%. Je pense aussi que le classement pourrait être inversé parce que c'est l'un des gros potentiels dans une zone où la santé mentale des personnes dans les entreprises, elle n'est quand même pas au beau fixe avec toutes les transformations qui se cumulent. Il faut faire plus attention encore que jamais à ces signaux faibles pour prévenir les risques. Et les créations de contenu, c'est logique, donc je le commente pas. Julien? Oui, pour compléter par rapport à ce que dit Pierre, on peut faire de l'analyse depuis longtemps hein, de questions ouvertes et des réponses qu'il y a derrière. Je trouve que disons que l'IA peut rendre ça plus facile et aller sans doute un ou deux crans plus loin, mais c'était déjà relativement possible sur plein de solutions. Il y a le côté, pour moi, sur ce point précis, il y a le côté conversationnel que je trouve intéressant. C'est-à-dire que le modèle d'IA qui est le plus utilisé aujourd'hui, OpenAI, a un peu marketé le truc autour d'un chat, donc ChatGPT, et c'était un peu le coup de génie qui fait que ça s'est autant démocratisé. Et ça, dans le signe faible, ça peut être intéressant parce que c'est pas forcément juste une réponse à une question ouverte, ça peut être un enchaînement de questions qui permet de détecter des choses, d'aller un petit peu plus loin que juste une question. Donc voilà, je suis d'accord qu'il y a des trucs hyper intéressants. Après, sur la liste des points qui sont présentés, évidemment, je suis pas surpris parce que c'est le côté formation et conception qui est en premier, parce que c'est ce qui est le plus facile à démontrer. C'est-à-dire que, voilà, je disais, nous, on commence à avoir un peu de recul dessus. On a intégré des outils d'IA dans nos outils auteurs depuis un moment maintenant. Et tout de suite, ça parle de se dire, avant, il me fallait quelques heures pour construire un module. Maintenant, je peux le faire en quelques minutes. Imaginez, vous êtes à la place d'un retailer qui entre des milliers de nouvelles références par mois et qui a besoin de créer des contenus de formation liés à ça. Il va être hyper content de se dire je peux le faire juste en chargeant un PDF et que ça me crée mon module, par exemple. Ouais. Derrière, il y a plein d'autres choses. Effectivement, l'analyse de la data RH est hyper intéressant aussi. Mais globalement, je trouve que ce questionnaire montre que, encore une fois, la fonction RH, et en particulier la direction RH, c'est pas encore assez saisi du sujet, moi, à mon sens. Sinon, on aurait peut-être des réponses un petit peu différentes. Et il va falloir l'accompagner au maximum pour que ce soit le cas. Parce qu'il y a bien des choses à faire au-delà de la conception, même si voilà, nous, on en fait beaucoup. Donc, c'est aussi très important, mais donc c'est ce qui vient le plus facilement à l'esprit. Adrien ? Je pense aussi que le 4e point sur la data va très rapidement monter dans le classement. En tout cas, je l'espère. Parce que je vois la différence déjà des sujets dans les 2 dernières années, comment ça a été traité, ce sujet de la data en RH, pour nous dans le recrutement, mais de la RH en général, à quel point ça prend une partie de plus en plus centrale, et que tu te rends compte en fait que ceux qui arrivent à l'utiliser, ils ont déjà une petite longueur d'avance par rapport à leurs concurrents, peu importe le secteur d'activité. Dans le recrutement, par exemple, tu te rends compte que si tu arrives à détecter les points de friction grâce à la data, te dire de poster plutôt sur tel canal que sur tel canal, sur telle chose que sur telle chose. Et si on peut utiliser l'IA, ce qui est déjà le cas avec parcimonie pour l'instant, mais à terme, ça va prendre de plus en plus de place, de te dire, par exemple, j'ai telle offre d'emploi et je la mets dans quel bac, je l'envoie dans quelle plateforme et que ça te dise tout de suite, tout vous, là, ça brille là-bas, mets-le là-bas, mets-le là-bas, mets-le là-bas, parce que statistiquement, tu as plus de chances de convertir, d'aller chercher la personne qu'il te faut. Même chose sur les points de friction en termes de chronologie. La temporalité dans un recrutement pour les services RH, elle est cruciale, même pour l'entreprise et pour le manager, elle est cruciale. Et du coup, pour cette équipe-là, qui puisse détecter le point de friction sur lequel ils passent le plus de temps, ou ils perdent le plus de temps, ça peut être vraiment bien. Là, ils peuvent aller le chercher manuellement dans des rapports, parce que l'outil, enfin, si tu as un outil qui te permet de le faire, mais pourquoi pas d'avoir un truc qui t'automatise ça et qui t'envoie une petite alerte, une petite notif automatiquement au recruteur principal en charge de ce poste-là et qui dise attention, là, tu passes 30% de plus de temps entre telle étape et telle étape dans ton process de recrutement. Donc là, ça peut être hyper bénéfique et c'est pour ça que je pense que les entreprises, les RH surtout, mais les entreprises en général, commencent à prendre conscience de cette place-là de la data et comment tu peux la récupérer. Une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, c'était pas un truc nouveau, mais c'est juste de la prise de conscience que, ah oui, je peux utiliser la data à telle fin dans mon quotidien. Et l'IA va pouvoir m'aider à améliorer ça. Sur quelle plateforme je veux poster? Oui,
ou gagner du temps, oui. Me proposer les CV les plus adaptés dans mon propre vivier, oui. Tu peux le décliner sur plein de choses avec cette data. Après, bien sûr, la partie création de contenu, comme tout le monde l'a dit très justement, elle est beaucoup plus évidente parce que ça génère quelque chose, tu as le résultat quasi immédiat et donc l'impact, il est un peu différent. Mais sur le long terme, j'ose espérer que cette partie data, pour moi, va prendre de plus en plus de place. En tout cas, selon les retours qu'on a, les discussions qu'on a, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire sur ça. Mais après, ça part aussi de la volonté de l'entreprise de l'utiliser et de se faire aussi bien épauler, bien accompagner là-dessus. Et comme le disait Pierre tout à l'heure aussi, c'est pas mal aussi d'avoir des fois l'outil qui va te prémâcher la partie technico-technique de cette approche-là, de pas demander non plus au RH de demain devenir des robots, de devoir récupérer la data, la générer. Non, mais d'essayer de comprendre déjà à haut niveau comment tu peux l'utiliser et quel outil va être plus pertinent par rapport à ton besoin. C'est surtout ça. Ouais, donc les RH, en fait, ont peut-être besoin d'être davantage sensibilisés et accompagnés sur le sujet de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui a été marketé presque au niveau, je dirais même perso, avant de rentrer dans l'entreprise. Julie, t'en penses quoi? Oui, complètement. Mais je pense aussi que ces données qui sont hyper intéressantes, moi, ça me montre aussi il n'y a pas une réelle prise en main finalement on connaît tous ChatGPT, les RH l'utilisent beaucoup, notamment sur la génération de contenu. C'est pour ça que c'est le point qui ressort le plus. Mais il n'y a pas aujourd'hui encore ou trop peu de use case concrets d'utilisation finalement des IA génératives à destination des RH. Nous, chez Ava, on a mis en place des chatbots qui viennent, je reboucle parce qu'il y avait les chatbots aussi en conseil aux salariés, mais il existe aussi des chatbots qui peuvent arriver en soutien aux RH qui sont sursollicités au quotidien pour répondre à des questions. On n'a pas toujours la bonne info, on est obligé d'aller la chercher, de croiser les infos entre le code du travail, la convention collective, les accords de branche, les accords d'entreprise. Il faut qu'on puisse apporter des réponses rapides, que ce soit au manager, à la direction, aux salariés. Et le périmètre est extrêmement large, qu'on ne peut pas tout maîtriser sur le bout des doigts et qu'il faut qu'on aille chercher l'information. Et ça, c'est des chatbots qui arrivent en soutien aussi et qui permettent de libérer un temps précieux au RH et à la fonction RH. Mais je pense que de toute façon, avant que les RH s'emparent vraiment du sujet et se l'approprient, il est important qu'il y ait une réelle sensibilisation, qu'il y ait une formation, une démystification pour éviter finalement de subir cette IA et pour comprendre concrètement comment on peut l'utiliser, quelle est la puissance de ChatGPT au quotidien, d'abord pour soulager les RH, pour ensuite effectivement permettre d'aller sur d'autres sujets. Nous, chez Ava, on a mis en place un accompagnement, une formation d'1 heure et demie de sensibilisation. On propose cet atelier pour venir échanger avec les équipes, pour comprendre quelles sont les attentes et pour sensibiliser à l'utilisation et à une vraie utilisation éthique et optimisée finalement de l'IA en entreprise. Et je reboucle aussi, ça a déjà été dit, mais qu'il faut vraiment accompagner les services RH pour la prise en main d'outils et leur expliquer concrètement, voilà ce que vous pouvez en attendre, voilà ce que vous pouvez faire. Et comme ça va très vite, il va prendre en marche maintenant et pour pas être un peu dépassé très rapidement. Alors pourquoi c'est pas stratégique? On tourne autour du sujet depuis tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas stratégique à cause de la peur de l'IA? Avez-vous peur des IA? Oui, non, un peu. Dites la vérité, hein, c'est anonyme. Ce sera juste retraité par une IA derrière. Voilà. Ok. Allez, pareil, une centaine de répondants. Très bien. Majorité de non, suivi de un peu et pas beaucoup de oui. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne dans l'étude? La fonction RH a-t-elle peur des IA génératives? En fait, au-delà de la peur, c'est une question de confiance. 65% ne font pas confiance à la qualité des données issues de l'IA. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre que déjà on est dans une utilisation un peu critique de l'IA. C'est plutôt rassurant, je trouve. Les autres points, les risques évoqués qui reviennent sont problème lié à la discrimination. Et on l'a vu là récemment, il y a une étude qui vient de sortir sur ChatGPT qui démontre que cette IA est potentiellement
puisqu'elle jugerait en fonction des ethnies et de la couleur de peau, etc. Donc il y a déjà des biais négatifs qui ont été introduits à l'origine. Et finalement, c'est les biais qu'on retrouve sur Internet, hein, donc c'est pas tellement surprenant. Confidentialité des données, manque de compétences pour utiliser l'IA. Ça, c'est un point qui ressort aussi très souvent. Et c'est ce qu'on évoque depuis le début. Oui, l'IA existe, oui, tout ce que les RH citent, c'est déjà connu, mais c'est déjà connu par vous, les experts, pas par les utilisateurs finaux. Donc aujourd'hui, il y a un réel manque de compétences, même dans l'utilisation d'un outil comme ChatGPT. On ne s'improvise pas dans l'utilisation de ces IA. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Vous voulez réagir à ça? Peut-être juste sur la partie discrimination, je pense que c'est hyper important. Bien sûr, il y a l'usage de certaines IA va accroître certaines discriminations, mais c'est uniquement dans les cas où ces IA sont mal conçues, en fait. Je reprends l'exemple de ce qu'on fait chez Assessors. Aujourd'hui, on vient de publier 2 articles dans des top reviews scientifiques qui montrent que justement, toutes les IA, tous les algos qu'on met en production sont exemples de biais discriminatoires, notamment au regard du genre. Après, c'est sûr, on va travailler sur d'autres projets. Là, on a lancé un nouveau projet, sans en dire trop, mais qui est basé sur la reconnaissance faciale, où là, justement, on a utilisé des modèles qui sont mis en place sur le marché, mais qui amènent des discriminations en fonction de la photo. Donc, je pense qu'il faut quand même bien distinguer, et c'est pour ça qu'il y a un fort besoin d'éducation, on va dire, les IA qui peuvent, on va dire, démultiplier, décupler les discriminations qui sont déjà en place, et tu l'as bien rappelé en disant que justement, c'est les discriminations qu'on retrouve dans Google, mais que toutes les IA ne vont pas amener de discrimination. Alors, 68% des RH pensent que le gouvernement doit légiférer sur le sujet des IA. Alors, le gouvernement, la solution miracle, hein, on le sait bien en France. Avant de répondre à cette question, tout à l'heure, on parlait de la fameuse IA Act. IA Act, hein, qui potentiellement devrait réguler l'utilisation des IA génératives, et notamment pour les systèmes considérés à haut risque, hein, c'est-à-dire ceux des infrastructures critiques que sont l'éducation, les ressources humaines, le maintien de l'ordre, qui seront soumis à des exigences plus strictes en matière de développement d'IA. Ça, c'est sur le papier, c'est ce qui a été dit il y a une dizaine de jours au niveau de l'Europe, c'est ce qui va être reflété dans la loi à venir. Mais évidemment, comme nous, on n'est plus européens, mais simplement français, on a déjà apporté une réponse à ça dans les jours qui ont suivi, en disant tout simplement que au regard des freins que ça créerait en matière de concurrence, notamment vis-à-vis de l'Angleterre qui ne serait pas soumis à ça, il y a de fortes chances que la France se retirerait de cette IA. Bon, tout ça pour dire, comme d'habitude, que l'Europe va pencher d'un côté, la France penchera du côté qui lui convient en fonction de ce que le gouvernement ou le Conseil constitutionnel auront décidé. C'est un peu la mode depuis 2 ans. Donc le gouvernement ne va pas du tout légiférer sur l'IA. Donc c'est tout ça pour dire que c'est réellement aux entreprises, à mon sens, de prendre ça en main. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet ? Ouais, je peux compléter si tu veux Ouais. rapidement. En fait, il y a 2 choses. Il faut déjà le voir sur un contexte global, donc géopolitique là pour le coup. C'est là où, alors je suppose que c'est quoi? C'est les propos du président Ouais. ou d'un. Ouais, ok. Donc on est dans un gouvernement libéral, donc enfin dans aussi un gouvernement libéral, donc le propos est logique, on va dire. Effectivement, ce qu'il dit, c'est je veux légiférer. Par contre, si ça fait prendre du retard par rapport à ce qui se passe globalement dans le monde, je serais prêt à rétropédaler. C'est pas idiot pour le coup, parce que là, en gros, la grosse bataille, c'est Chine-US. Chine, ils vont pas du tout légiférer dans le sens des individus, ils vont légiférer, mais plutôt dans le sens du parti. Et aux États-Unis, il y a 2 voix, certains qui disent il faut légiférer, et d'autres qui disent non, non, surtout pas, parce que sinon on va prendre trop de retard. L'Europe, au milieu de ça, bon, pas évident. Donc je suis assez d'accord en fait avec la logique de dire
mettons des garde-fous et des barrières, mais soyons prêts à les faire évoluer aussi vite que la technologie et à pas rester sur une législation trop ancienne qui freinerait ce développement. Ce que je voudrais rajouter, c'est, et je vous donne un exemple, comme ça ce sera concret, c'est surtout pour moi ce qu'il y a à côté qu'il faut regarder, c'est-à-dire il y a plein de freins à l'IA qui sont liés à d'autres législations. Là, par exemple, nous, en ce moment, on est en train de travailler sur un gros projet plutôt scolaire, donc à destination des lycées, des CFA, ce genre de choses. Et en fait, dans le scolaire, il y a une obligation qui vise à purger l'ensemble des données générées par les élèves tous les ans. Je ne suis pas un spécialiste à 100%, donc j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est ça. Et dans une logique, alors déjà, dans notre cas de déploiement de plateformes de connaissances, etc., ça peut poser problème, mais dans une logique d'IA, si vous vous dites, OK, tous les ans, je clean toute la donnée de tout ce qui s'est passé, bah, vous tuez le modèle, en fait. C'est pas possible de faire vraiment des modèles d'IA là-dessus. Donc, je pense que c'est la loi, elle est importante, et effectivement, il faudra travailler dessus, et d'ailleurs, main dans la main entre les législateurs et les entrepreneurs. Il ne faut surtout pas laisser les entrepreneurs de côté. Mais il y a tout à côté, en fait, tout ce qui existe déjà et qui peut être un frein à l'IA aussi, qu'il va falloir regarder attentivement. Ce serait trop simple de parler que de la loi à venir, on va dire. Alors, c'est une petite parenthèse. Pour terminer, je vois qu'il est déjà 45. On a posé la question, et côté salarié, à votre avis, comment ça se passe? Donc, ce que pensent les RH, c'est que 43% des salariés ont peur de perdre leur emploi à cause de l'IA. Et que 42% des salariés attendent d'être formés par l'entreprise. Alors, c'est assez paradoxal, hein, parce qu'on rappelle qu'au préalable, l'IA, ce n'est pas stratégique. Mais on sait qu'il y a à peu près un salarié sur deux qui se dit demain, potentiellement, je vais me faire virer, mais on n'agit pas. On ne communique pas sur le sujet. Et puis 55% pensent que les salariés ont déjà pris en main l'IA de leur côté. Et 56% des RH n'ont pas encore intégré la thématique IA dans leur plan de formation 2024, c'est-à-dire pas de sensibilisation, pas de formation. Pour l'instant, c'est un non-sujet. Donc voilà où on en est en mars 2024. Donc finalement, c'est assez statique. Donc la question en conclusion, je vais vous donner chacun la parole. Comment la fonction RH doit-elle s'y prendre pour ne pas rater le virage de l'IA? Julie, tu peux ouvrir le bal. Parce que finalement, on l'a vu depuis le début, c'est un sujet qui est connu, c'est prioritaire mais c'est pas stratégique. Ah, on attend que le gouvernement légifère pour y aller, mais en même temps, on a peur. Et puis finalement, on sait que les salariés ont peur, mais on ne fait rien. Donc, que doit faire la fonction RH, en fait? La fonction RH doit, à mon avis, d'abord se familiariser vraiment avec les différentes applications qui sont possibles et offertes par l'intelligence artificielle. Est-ce que la fonction RH peut être bêta-testeur de l'IA dans l'entreprise au titre des fonctions support? À mon sens, complètement. Et d'ailleurs, quand je vois l'engouement qu'il y a des RH sur le sujet d'IA, ça veut dire que les RH ont bien compris finalement le potentiel pour les soulager de toutes ces tâches chronophages, administratives et pour leur permettre d'aller plus vers de l'humain, mais pas que. On l'a vu aussi avec l'analyse des données et tout ça. Donc oui, bien sûr, il faut que la fonction RH s'empare du sujet, teste les différents outils, mesure finalement les bénéfices et les risques, soit quand même très attentive à tout ce qui va être éthique, discrimination pour la mise en place, mais finalement, voilà, elle doit identifier les différents domaines de leur périmètre où l'IA peut leur apporter une réelle valeur ajoutée. Ça peut être l'automatisation des tâches administratives, l'amélioration du recrutement, de la gestion des talents, l'analyse des data, mais peu importe, mais il faut vraiment tester les différents usages en fonction de son périmètre et de ses objectifs, et en parallèle, voilà, se former et accompagner les collaborateurs dans l'appropriation de ces nouveaux outils pour finalement éviter les résistances et accompagner et favoriser une transition en douceur. Voilà, je reviens pour faire attention toujours quand même à veiller aux enjeux qui vont être éthiques et pour garder une dimension humaine dans les process et d'utiliser l'IA comme un complémentaire plutôt qu'un substitut aux interactions humaines, mais s'emparer du sujet, tester, se former et accompagner le déploiement, la démystification et l'adoption massive en entreprise. Adrien? Ouais, pour moi, la première chose, c'est un peu ce que tu as dit. J'aime bien le terme de bêta-testeur. Le RH doit être le bêta-testeur. En fait, ce qu'on dit ici, ne pas hésiter à en parler parce que le RH, il est entouré de X nombre d'outils
as des prestats autour de toi qui sont peut-être plus sensibilisés ou éduqués ou au fait de ce sujet-là, voire l'utilisent. Tu as différentes solutions ici autour de la table. Et l'idée, c'est de ne pas hésiter aussi à interroger les solutions que tu utilises aussi et de faire accompagner là-dessus, d'avoir des discussions ouvertes. Moi, je sais qu'on en parle régulièrement avec nos CSM qui suivent au quotidien, qui sont au quotidien avec les professionnels RH. Qui reçoivent parfois des questions, même de plus en plus d'ailleurs. On commence à répertorier un peu parce que ce sujet IA, on voit que c'est là, c'est prégnant, c'est pas juste le sondage, mais c'est là au quotidien. Donc, pas hésiter à s'entourer, à avoir cette discussion-là, et pas chacun de son côté aussi, parce que peut-être que des fois, tu vas avoir un prestat XY, que ce soit dans la formation, dans le recrutement, dans l'analytique, dans l'assessment, peu importe, qui vont avoir des fois des bonnes idées, qui vont dire bah, moi je l'utilise comme ci, comme ça, donc de pas hésiter d'avoir ces discussions-là ouvertes et de tester, parce que des fois, nous, on sort des choses, enfin tout le monde sort des choses sur l'IA. Nous, on a tout un labo en Pologne, on a un gros groupe, on a un labo en Pologne qui fait que ça maintenant, pour justement pas louper ce train-là, nous en tant que Presta. Donc aussi de pouvoir partager cette expertise-là. Et après, la chose la plus importante, ce que je disais tout à l'heure, Julie vient de l'évoquer, c'est l'importance d'abord de communiquer et de ne pas éviter le sujet, comme ce qu'on a dit pour conclure là-dessus. Et la deuxième phase, qui effectivement va être cette phase d'éducation et de formation pour faire adhérer aussi les équipes, qu'elles comprennent leur intérêt dans le cadre de leur profession, même à titre perso, mais de pouvoir bien apprivoiser ça. Parce que si tu laisses passer ça, après, tu vas juste courir après la machine et ça va être un peu plus compliqué à faire adhérer tout le monde si tu n'as pas la structure pour accueillir tout ça. Voilà. Aymeric ? Pour compléter, alors je suis aligné avec ce qui s'est dit côté Adrien et Julie, et c'est marrant, Adrien il parlait des customer success. Nous, justement pour créer cette communauté, on a carrément rattaché l'équipe onboarding, donc qui s'occupe de l'accompagnement client, à l'équipe science, justement pour bénéficier, on va dire, de leur regard aussi, qu'elles soient, on va dire, averties du développement produit et qu'elles nous disent, bah en fait là ça peut être cool, mais ça ne marchera pas côté client parce que ça. Et pour compléter ce qui s'est dit, je pense que l'élément central, et je vais me répéter avec tous les webinaires qu'on a déjà fait, c'est vraiment de considérer ces changements, cette révolution comme une révolution humaine plutôt que technologique. Et je pense que côté RH, il y a une théorie qui peut vous servir, et promis, j'ai pas de royalties ou autre là-dessus. C'est une théorie qui s'appelle la théorie des phases de préoccupation et qui est applicable à tous les types de changements. Et vraiment, ce process, on le voit s'appliquer au jour le jour dans les changements liés à l'IA. Cette théorie, elle nous dit que dans tout changement, les individus vont passer par 7 phases de préoccupation. Première phase, c'est l'absence de préoccupation. Ça, c'est ce qu'on avait encore 5 ans, où les gens se disaient, bah non, en fait, l'IA, c'est loin, ça ne va pas concerner les RH, moi, ça ne va pas m'impacter, etc. Donc, je ne vais pas m'y intéresser. On a déjà dépassé cette phase, et la phase suivante, c'est une phase de préoccupation centrée sur l'individu. C'est-à-dire comment l'IA va m'impacter, est-ce que ça a changé mon job, mes objectifs, est-ce que je vais perdre mon travail. On sait encore qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette phase-ci, notamment côté des collaborateurs. Et de votre côté, en tant que RH, bah, ça va être d'avoir les actions adaptées sur l'accompagnement des personnes. Donc, encore une fois, les rassurer sur comment leur job va changer, aussi leur donner de la visibilité sur, même si leur job disparaît, parce que ça va apparaître, ça va arriver, comment ils vont pouvoir se reconvertir, vers quoi ils vont pouvoir aller dans l'entreprise. Une fois que cette phase est réglée, on va passer à des préoccupations centrées sur l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est sérieuse par rapport à ce changement? Est-ce que la direction va vraiment s'investir, ou est-ce que c'est un outil qui va rester sur l'étagère, qui va arriver par exemple sur l'étagère dans 3 mois? Et en fait, il y a tout un cheminement intellectuel et on va dire émotionnel. Et tant que vous n'avez pas répondu au premier niveau de préoccupation, la personne ne pourra pas avancer. Donc, elle restera toujours bloquée. Et on a plein d'éditeurs qui font un peu cette erreur de se dire, bah, je vais présenter mon IA, les avantages, ce que les gens vont gagner, etc. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, les gens sont encore au premier niveau à se dire, bah, comment ça impacte mon job en fait? Est-ce que je vais perdre mon travail? Et tant que vous n'avez pas répondu à ces préoccupations-ci, bah, vous pouvez leur dire ce qu'ils veulent, ça peut être lié à la puissance du marché. Bah, au final, ça rentrera par une oreille, ça sortira par l'autre. Donc encore une fois, alors je vais mettre le nom dans le chat, mais vraiment, que ça soit pour l'IA ou pour tout type de changement, c'est vraiment on va dire une stratégie méconnue, mais qui est hyper efficace pour accompagner les collaborateurs. Julien? Oui, je rejoins Aymeric. Il y a aussi la théorie du changement qui disent que tous les changements passent par une phase ridicule au début, dangereux après, évident à la fin. Ridicule, on l'a eu il y a de nombreuses années quand on voyait ce que l'IA faisait au tout début et que ça nous faisait un peu rigoler la qualité très médiocre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour du danger, qu'on va perdre nos emplois, etc. Et puis, le côté évident viendra sans doute plus tard. Pour revenir à ta question, Christophe, sur effectivement comment pas rater le virage, moi, je vois quelque chose d'assez simple, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, et on en avait parlé un petit peu la dernière fois, et moi j'en ai reparlé pas mal avec des DRH qui confirment,
le département RH peut être un vrai labo à la transformation des entreprises par l'IA. C'est pas le seul, le market aussi, la tech aussi, mais c'en est un qui est intéressant parce que l'humain va être au cœur des choses. Et effectivement, on l'a dit, l'IA et l'humain, il y a beaucoup de choses à faire travailler ensemble. Après, pour que ça marche, je crois qu'il faut que du coup, la fonction RH soit directement liée à la transfo de l'entreprise. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais c'est pas du tout assez souvent le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction RH est encore trop souvent une fonction support à côté, un aspect à l'utilisation quand c'est nécessaire ou parce que c'est obligatoire parfois. Mais en fait, si vous voulez transformer les entreprises, il faut que la fonction RH soit au cœur de ce département-là, de ces projets-là, et en particulier maintenant avec l'IA. Donc je vois ces deux choses qui sont importantes. Un labo, mais en même temps, ça ne doit pas être là pour faire joli, on doit être là pour participer à la transfo des entreprises par l'IA, parce que toutes les entreprises vont se transformer par l'IA, il ne faut pas se faire d'idées sur le sujet. Allez Pierre, je te laisse la conclusion. Ouais, alors la liste, elle est longue hein, pour pas rater le virage de l'IA. Moi, j'ajouterai 2 points. Je fais un peu le lien avec ce que dit Julien sur le côté stratégique de la fonction RH. Si la fonction RH, elle prend pas position sur qu'est-ce qu'on va faire du temps gagné, comment on va préserver l'employabilité des salariés dont on ne sait pas quelle sera l'évolution du métier du fait de l'IA, ce sera difficile de vraiment prendre le virage de l'IA, quitte à aller prendre de la place dans les instances décisionnelles de l'entreprise, les CODIR, les COMEX ou autres. Et l'un des meilleurs moyens d'apprendre à faire ça, Julie a dit hein, à quel point il fallait se former, s'informer ou autre, c'est d'échanger avec ses pairs. Moi, en RH, c'est comme ça que j'ai appris 75% de mon métier. Là, ça évolue tellement vite. Je pense qu'il faut se créer vite des groupes d'échange entre pairs RH pour savoir quels sont les cas d'usage et comment un tel a réussi à vraiment ne pas rater le virage de l'IA dans son entreprise. En plus de suivre des webinaires comme cela, bien évidemment. Top. Merci beaucoup, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Vous retrouverez le replay demain sur MyRHline. Les résultats de l'étude, vous les retrouverez sur MyRHline la semaine prochaine. Merci Julie, Aymeric, Adrien, Julien et Pierre. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup. Merci, salut. Merci à tous. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.